Eragon venait de trouver sa gemme et il essayait tant bien que mal de la refourguer pour acheter du steak. Eh oui, Eragon, c'est un viandard, un vrai. Hop, alors c'est parti. À l'aube, les rayons du soleil traversèrent la fenêtre, réchauffant le visage d'Eragon. Le garçon se frotta les yeux et s'assit au bord de son lit. Les lattes du parquet en pin étaient froides sous ses pieds. Alors attendez, parce que le setup n'est pas bien pour lire. Vous n'avez rien entendu. On pourrait presque croire que c'est fait par un amateur. Fort heureusement, c'est le cas. Alors, tac. Ça, on dégage. Hop, je me setup au coin du feu. Tac. Et nous revoilà donc. Alors, nous reprenons. À l'aube, les rayons du soleil traversèrent la fenêtre, réchauffant le visage d'Eragon. Le garçon se frotta les yeux et s'assit au bord de son lit. Les lattes du parquet en pin étaient froides sous ses pieds. Il s'étira, se gratta le dos et bâilla. À côté du lit se graissaient des étagères couvertes d'objets qu'il avait ramassés çà et là. Des branches aux formes tordues, des fragments curieux de coquillages, des pierres qui s'étaient brisées, révélant des entrailles brillantes, des bouquets d'herbes sèches. Le reste de la pièce était vide, à l'exception d'un petit meuble et d'une table de nuit. Eragon chaussa ses bottes et fixa le sol, perdu dans ses pensées. Ce jour-ci n'était pas un jour comme les autres. Cela faisait 16 ans que Séléna, sa mère, était rentrée à Carvahal, seule et enceinte. Elle était partie 6 ans auparavant vivre en ville. À son retour, elle portait des vêtements luxueux, et ses cheveux étaient retenus par un filet de perles. Elle avait retrouvé son frère, Garo, et lui avait demandé de rester avec elle jusqu'à la naissance du bébé. 5 mois plus tard, elle avait donné le jour à un fils. Elle avait choqué tout le monde lorsqu'elle avait supplié, en larmes, Garo et Marianne d'élever son enfant à sa place. Quand ils avaient voulu savoir pourquoi, ses sanglots avaient redoublé. « Il le faut !» avait-elle fini par lâcher. Elle avait tant prié, tant insisté qu'ils avaient cédé. Alors Séléna avait baptisé son fils Eragon, et, le lendemain matin, elle s'en était allée pour ne plus revenir. Eragon se rappelait encore ce qu'il avait éprouvé le jour où Marianne lui avait raconté cette histoire avant de mourir. Apprendre que Marianne et Garo n'étaient pas ses parents avait profondément bouleversé le garçon. Des vérités qu'il avait crues éternelles, inébranlables, s'étaient soudain effondrées. Plus rien n'était sûr. Il avait fini par accepter cette situation, mais il avait gardé en lui la certitude persistante qu'il n'avait pas été... Oh, pardon. Qu'il n'avait pas été assez bien... Oh, elle est chiante cette phrase. Qu'il n'avait pas été assez bien pour sa mère. Elle ne l'avait pas abandonné sans une bonne raison. Il aurait juste souhaité savoir laquelle. Il se demandait aussi qui était son père. Séléna n'avait révélé à personne son identité. Et, quel que fût cet inconnu, il n'était jamais venu réclamer son fils. Celui-ci aurait pourtant aimé le connaître, ou du moins connaître son nom, savoir quel était son héritage en somme. Eragon soupira, se dirigea vers la bassine posée sur la table de nuit, et frissonna quand l'eau coula le long de son cou. Une fois rafraîchi, il prit la pierre qu'il avait posée sous son lit pour la placer sur une étagère. La lumière du petit matin caressa la gemme, projetant une ombre chaleureuse sur le mur. Eragon toucha une dernière fois sa trouvaille avant de filer à la cuisine. Il était impatient de rejoindre les siens. Garo et Roran étaient déjà autour de la table, en train de dévorer un poulet. Lorsque Eragon les salua, Roran se leva, un grand sourire aux lèvres. Il avait 2 ans de plus qu'Eragon, musclé, puissant, robuste. Il avait cependant des mouvements pleins de grâce. Eragon et lui n'auraient pas pu être plus proches l'un de l'autre, quand bien même ils auraient été des frères de sang.
Enfin, te revoilà s'exclama Roran. Comment s'est passée ton expédition? Ça n'a pas été facile, répondit Eragon en attrapant une aile de poulet, qu'il attaqua avec férocité. Oncle Garot t'a raconté ce qui m'est arrivé? Roran fit signe que non. Il ne fallut pas longtemps à Eragon pour narrer son histoire, puis pour aller chercher la pierre, devant l'insistance de son frère d'adoption. En apercevant la pierre, Roran poussa des cris d'admiration. Mais il ne tarda pas à passer à un autre sujet qui l'intéressait davantage. Tu as pu parler à Kakrina? Non. Après ma dispute avec Sloane, je n'ai pas eu l'occasion de la revoir. Tu la retrouveras sûrement quand les marchands seront là. J'ai donné le message à Horst pour qu'il lui transmette. Tu... Tu as donné le message à Horst? Bégaya Roran incrédule. Mais c'était une affaire privée. Si j'avais voulu que tout le monde soit au courant, j'aurais fait un feu de camp et j'aurais utilisé des signaux de fumée pour communiquer. Si Sloane l'apprend, il ne me laissera plus jamais la voir. Horst sera discret, affirma Eragon. Il ne porte pas Sloane dans son cœur, et il ne cherchera pas à le brouiller avec quiconque, surtout pas avec toi. Bien qu'il ne semble pas convaincu, Roran ne protesta plus. Tous deux reprirent leur repas, à côté de Garot, toujours silencieux. Le dernier morceau avalé, ils se rendirent tout croix au champ. Dehors, le soleil était froid et pâle. Il y réchauffait peu. Sous l'œil attentif de l'astre du jour, l'orge fut coupée et rancrée dans la grange. Ensuite, ce fut au tour des légumes, courges sauvages, rutabagas, betteraves, pois, navets et haricots, d'être ramassés et entassés à la cave. Après de longues heures de dur labeur, Eragon, Roran et Garot étirèrent leurs muscles perclus de crampes, satisfaits que la récolte fût finie. Les jours suivants, on écossa, on sala, on mit des légumes dans la saumure ou en conserve. Il fallait préparer de la nourriture pour l'hiver. 9 jours après le retour d'Eragon, un blizzard vicieux descendit des montagnes et souffla sur la vallée. La neige tomba à gros flocons, recouvrant la contrée d'un manteau blanc. Eragon, Roran et Garot ne quittaient la maison que pour aller chercher des bûches et nourrir les animaux. Ils redoutaient de se perdre dans cette campagne balayée par le vent hurlant, où la neige avait gommé tous les repères. Ils passaient leur temps autour de l'âcre, tandis que les rafales faisaient grincer de lourds volets. La tempête dura plusieurs jours. Quand elle s'éloigna, elle laissa derrière elle un paysage étrange, informe, immaculé. Je crains qu'on ne voit pas les marchands cette année, murmura Garot, d'une voix résignée. Le temps est trop mauvais. Ils sont déjà en retard. Toutefois, accordons-leur une chance. Attendons un peu avant de nous rendre à Carval. S'ils ne viennent pas, nous serons bons pour acheter ce que les gens là-bas auront à nous vendre. La tension monta dans la maisonnée au fur et à mesure que le temps passait, sans que les marchands donnassent signe de vie. Les paroles échangées étaient rares. L'inquiétude et la déception rongeaient les trois hommes. Un matin, Roran poussa jusqu'à la route principale. Au retour, il confirma que les marchands n'étaient pas arrivés. Pas encore, avait-il ajouté. La journée fut consacrée à la préparation du voyage vers Carval, au cas où. Garot faisait grise mine en inventoriant ce qu'il pourrait y vendre. Ce soir-là, trop désespéré pour rester enfermé, Eragon inspecta la route à son tour. Des roues avaient creusé la neige, et l'on voyait de nombreuses empreintes de sabots. Il rentra à la maison fou de joie, et les préparatifs repartirent avec plus d'entrain. Le soleil n'était pas levé. Le lendemain, lorsqu'ils chargèrent le chariot avec leur surplus, Garot prit son argent, fruit d'une année de travail, et le mit dans une bourse de cuir qu'il attacha soigneusement à sa ceinture. Eragon enveloppa la pierre dans un tissu pour la protéger, puis il la cala entre les sacs de grains. Ainsi, la gemme ne roulerait pas à terre au premier chaos. Après un petit déjeuner expédié à la hâte, les hommes harnachèrent les chevaux et gagnèrent la route. Les carrioles des marchands avaient déjà brisé les congères, ce qui faisait gagner du temps aux voyageurs. À midi, Carval était en vue. Baigné par la lumière du jour et résonnant de cris et de rires tonitruants, le petit village niché au pied des montagnes était bien différent de l'endroit obscur où Eragon était passé en rentrant de la crête. Les marchands s'étaient installés dans un pré abandonné, à la lisière de Carval. Des chariots, des tentes, des feux de camp étaient disséminés sur le terrain vague, taches colorées se découpant sur la blancheur de la neige. Les 4 tentes des troubadours se remarquaient d'emblée. Elles étaient décorées avec extravagance, un cordon humain reliant le camp au village glissant le long des étables. Des foules de chalands faisaient la queue autour des chapiteaux bigarrés et devant les stands des commerçants qui avaient envahi la rue principale.
Les chevaux hennissaient, effrayés par le bruit. La neige avait été piétinée, tassée. Par endroits, elle avait même fondu à la chaleur des feux de camp. Les riches effluves de noisettes grillées ajoutaient une note plaisante à la symphonie de senteurs qui accueillait les curieux. Garot rangea le chariot et détacha les chevaux. Puis il sortit quelques pièces de sa bourse. Tenez, c'est pour vous, Rohan, tu as quartier libre, mais sois chez Os t'attend pour le dîner. Eragon, prends ta pierre et suis-moi. Eragon sourit à Rohan en empochant l'argent. Il réfléchissait déjà au moyen de le dépenser. À coups d'épaule, Garot se fraya un chemin à travers la cohue. Les femmes examinaient les vêtements qu'elles comptaient acquérir. Leur époux s'était jeté sur les étals d'outils, de hameçons ou de serrures. Les gamins couraient sur la route et piaillaient d'excitation. Ici, on vendait des couteaux, plus loin, c'était des épices, des rangées de marmites étincelantes ou des harnais en cuir. Eragon observait les marchands avec curiosité. Ils semblaient moins prospères que l'an dernier. Leurs habits étaient rapiécés, leurs enfants avaient des regards apeurés et méfiants. Les hommes arboraient avec ostentation des épées et des dagues. Les femmes elles-mêmes étaient armées de coutelas qu'elles portaient à la ceinture. Quelque chose a dû arriver en plus de la tempête qui explique leur attitude et leur retard, songea Eragon. Il avait gardé d'eux des souvenirs pleins de rire et de bonne humeur. Cette année, on aurait cherché en vain chez les marchands des crasses de jovialité. Garot descendit la rue à la recherche de Merlock, un marchand spécialisé dans la vente de bijoux précieux ou de fantaisie. Il le repéra dans une baraque où le commerçant présentait des broches à un groupe de femmes. Des exclamations admiratives accueillaient chaque nouvelle pièce qu'il exhibait. Merlock semblait s'épanouir et grandir sous l'effet des compliments qui pleuvaient sur ses articles. Un bouc au menton, il affichait une assurance tranquille qui confinait au mépris. Les clientes excitées empêchaient Garot et Eragon d'approcher. Ils se résolurent donc à s'asseoir et à attendre. Dès que Merlock fut libre, ils lui sautèrent dessus. Et que puis-je pour ces messieurs lança le bateleur. Non, 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 ne me dites rien. Je sens que ce sont les amulettes qui vous intéressent. Ou peut-être un présent de valeur pour vos dames, n'est-ce pas? Tiens, regardez-moi ça. D'un habile mouvement du poignet, il dégaina une rose en argent, délicatement ciselée par un excellent artisan. Le métal poli suscita l'intérêt d'Eragon, qui admira le bijou avec attention, ce qui n'échappa pas au marchand. Je n'en demande que claironna-t-il, et pourtant c'est une pièce qui provient des célèbres ateliers de Bellatona. Nous ne venons pas pour acheter, mais pour vendre, répondit Garot d'une voix douce. Aussitôt, Merlock escamota la rose et fixa ses visiteurs. Je vois. Peut-être, si votre objet a de la valeur, souhaiteriez-vous le croquer contre l'un ou l'autre de mes fabuleux bijoux? Eragon et son oncle se dandinaient d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Vous m'avez apporté la pièce en question demanda Murlock. Oui, fit Garot d'un ton ferme. Alors? Nous préférions vous la montrer ailleurs. Étonné, Merlock leva un sourcil puis se décida. Très bien. Dans ce cas, permettez-moi de vous convier dans ma tente. Il ramassa ses bijoux et les rangea dans un coffre-fort en fer, qu'il verrouilla avec soin avant de se diriger vers le camp de fortune, et ses invités le suivirent à travers le dédale de chariots jusqu'à une tente graissée un peu à l'écart des autres marchands. Elle était cramoisie au sommet et couleur sable en bas. Des triangles bigarrés alternaient sur ses flancs. Merlock souleva la porte en tissu et la maintint sur un côté pour laisser passer ses visiteurs. Des petits objets métalliques et un mobilier étrange, parmi lesquels un liron et 3 sièges sculptés dans des souches d'arbres remplissaient l'intérieur. Sur un coussin blanc était posée une dague courbe, au pommeau serti d'un rubis. Merlock rabattit la teinture avant de s'agresser à Garot et à son neveu. Je vous en prie, asseyez-vous, et montrez-moi ce pourquoi nous nous rencontrons à l'abri des regards indiscrets. Eragon déballa sa pierre. Les yeux de Merlock s'éclairèrent d'un coup. L'homme tendit les mains vers la gemme, suspendit son geste et demanda. Je peux? Garot opina. Le marchand prit l'objet, le mit sur ses genoux, ouvrit une petite boîte qui révéla une balance en cuivre, pesa la pierre, examina sa surface avec une loupe de joaillier, la tapota avec un maillot de bois, passa la pointe d'un diamant minuscule sur la gemme, mesura la longueur et le diamètre du minéral, inscrivit le résultat de l'opération sur une ardoise, l'étudia, réfléchit et secoua la tête. Vous savez combien vaut votre pierre? Non, reconnut Garot gêné. Un muscle de sa joue tressaillit. Merlock grimaça.
Malheureusement, moi non plus. Tout ce que je peux affirmer, c'est que les veines blanches sont de la même matière que les veines bleues qui les encrelassent. Seule la couleur change. Cela dit, quelle est cette matière? Je n'en ai pas la moindre idée. Cette roche est plus dure que toutes les pierres que j'ai jamais vues, plus dure même que le diamant. Celui qui l'a taillée s'est servi d'outils que je ne connais pas, ou peut-être de magie. Et il y a une dernière curiosité. Cette pierre est creuse. Pardon? S'exclama Garot. Vous avez déjà entendu une pierre faire ce bruit? Lança Merloc un peu agacé. Il attrapa sa dague sur le coussin et la frappa du plat de la lame. Une note d'une incroyable pureté retentit, puis s'évanouit lentement. Eragon était inquiet. La dague n'avait-elle pas abîmé la surface? Merlog leur montra la gemme. Vous ne trouverez aucun éclat, aucune écorchure à l'endroit où ma dague a frappé. Même si je le voulais, je pense que je serais incapable d'y pratiquer une entaille. Mais d'avis que je briserai en vain un marteau dessus. Garot croisa les bras, méfiant, réfugié derrière un mur de silence. Eragon était stupéfait. Il savait que la pierre était apparue sur la crête par magie, il ignorait qu'elle fût elle-même magique. Qui avait pu fabriquer une gemme magique? Et dans quel but? Vous n'avez aucune idée de ce que ça vaut? Insista-t-il. Non, aucune, reconnut Merloc chagriné. Certaines personnes seraient sans doute prêtes à le payer fort cher, mais elles ne sont pas à Carval. Il vous faudra aller dans les villes du sud pour trouver un acquéreur. Votre pierre a de la valeur en tant que curiosité. C'était pas quelque chose qu'on est susceptible d'acheter quand on a d'abord pensé à satisfaire des besoins immédiats. Garot fixa le sommet de la tente, comme un joueur estimant ses chances de réussite au moment de tenter un gros coup. Allez, vous nous l'achetez? Finit-il par dire. Le commerçant n'hésita pas un instant. Non, elle n'en vaut pas le risque. Il n'est pas exclu que je rencontre un acheteur fortuné durant mes voyages de printemps, mais je ne peux pas en être sûr. Et en supposant que je fasse l'affaire, je ne vous paierai pas avant de revenir ici, l'an prochain. L'homme eut un geste d'impuissance. Non, décidément, vous allez devoir vous agresser à quelqu'un d'autre. Cependant, je suis curieux. Pourquoi avez-vous insisté pour me parler en privé? Eragon reprit la pierre avant de répondre. Parce que... Parce que cette pierre, je l'ai trouvée sur la crête. Et les gens d'ici n'aiment pas trop ce qui vient de là-haut. Merloc n'explosa pas de colère comme Sloane. Néanmoins, il accusa le coup lui aussi. Vous savez pourquoi nous autres marchands sommes en retard cette année? Demanda-t-il. Le mauvais temps peut-être? La malchance en fait. Le chaos règne sur la Lagaesia. Nous n'avons pu éviter ni les maladies, ni les agressions, ni la malédiction la plus noire. Les attaques des Vardennes se sont multipliées, ce qui a obligé Galbatorix à exiger des cités qu'elles envoient plus de soldats pour protéger les frontières. L'intérieur des terres s'est donc retrouvé dégarni, et les Urgals en ont profité pour descendre vers le sud-est, via le désert du Hadarak. Personne ne sait pourquoi, et a priori cela ne devrait pas nous concerner. Sauf que ces brutes passent près des zones peuplées. Elles ont quitté les chemins et les sous-bois pour emprunter les routes. Elles se sont approchées des villes. Le pire, c'est que certains récits évoquent la présence d'un ombre. Cependant, cela reste à confirmer. Et pour cause, rares sont ceux qui, ayant rencontré un ombre, ont vécu assez longtemps pour pouvoir s'en vanter. Pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler? S'étonna Eragon. Parce que c'est très récent, expliqua Merloc, la mine grave. Les premières attaques ont eu lieu il y a quelques mois seulement. Des villages entiers se sont vidés, leurs habitants ont été obligés d'émigrer, la famine menaçait après que les Urgals eurent détruit les récoltes. Oliver, grogna Garot, nous n'avons pas vu d'Urgal par ici. Enfin, sauf celui dont on voit les cornes à la taverne de Morne. Merloc fronça les sourcils. Certes, mais ne le prenez pas en mauvaise part. Vous vivez dans un coin reculé, enclavé dans les montagnes, et il n'est pas étonnant que la nouvelle ne nous soit pas encore parvenue. Du reste, je pense et j'espère que ces troubles seront de courte durée. Je ne les ai évoqués que parce que ces événements inhabituels se produisent dans l'Alagaesia, au moment même où vous trouvez une pierre inhabituelle elle aussi. Sur ce, le marchand se leva, raccompagna ses visiteurs, et les quitta en s'inclinant avec un léger sourire. Garot reprit la direction du centre de Carval, Eragon sur ses talons. Qu'est-ce que tu en penses, oncle Garot? Demanda le garçon. J'ai besoin de recueillir plus d'informations avant de me forger une opinion. Rapporte la pierre au chariot. Après, occupe-toi comme ça te chante. J'ai affaire. Rendez-vous chez Horst pour le dîner. Eragon se fraya un chemin jusqu'au chariot à travers la foule. Il était ravi. Son oncle mettait toujours très longtemps quand il avait affaire
et le garçon avait la ferme intention de profiter de son temps libre pour s'amuser. Il cacha la pierre sous les sacs, puis regagna la ville à grande enjambée. Il passa d'un étal à un autre, évaluant les marchandises avec un œil d'acheteur, bien que son maigre pécule ne lui autorisât guère de folie. Lorsqu'il parlait aux marchands des rumeurs colportées par Merloc, ceux-ci confirmaient l'instabilité de l'Alagaësia et expliquaient que les routes n'étaient plus aussi sûres que l'année précédente. De nouveaux dangers étaient apparus. La tranquillité n'était qu'un souvenir, on n'était plus en sécurité nulle part. Plus tard, Eragon acheta 3 bâtons de sucre maltais et une tartelette à la cerise qui sortait du four. La nourriture chaude lui fit du bien, après une grosse matinée passée à patauger dans la neige. Son repas fini, il se lécha les doigts avec regret. Il en aurait bien repris. Au lieu de quoi, il s'assit sous un porche et suçota un morceau de sucre. Près de lui, 2 gamins de Carvajal jouaient à lutter, mais il n'avait pas envie de se joindre à eux. Imagine, le gamin de 15 ans, il va avec des gosses de 8 ans, il les tabasse, tu sais. Ah, c'est un jeu. Pardon. À la tombée du jour, les marchands continuèrent à crêter leur affaire chez les habitants. Eragon était impatient. Dans peu de temps, les troubadours raconteraient des histoires et feraient leurs numéros. Le garçon adorait les contes de magie, les récits mythologiques et plus que tout, la geste des dragonniers. Carvajal avait son propre conteur, Brome, qui se trouvait être un ami d'Eragon. Hélas, année après année, ses contes étaient toujours les mêmes, tandis que les troubadours, eux, en narraient chaque fois de nouveaux. Et Eragon était avide de les entendre. Il venait de casser une stalactite de glace qui pendait au-dessus de lui lorsqu'il avisa tout près Sloane. Le boucher ne l'avait pas remarqué. Eragon en profita pour filer, la tête dans les épaules, et disparaître au coin de la rue, dans la taverne de Morne. À l'intérieur de la taverne, l'air était chaud et saturé de la fumée odorante des chandelles aux flammes vacillantes. Les cornes noires de l'Urgal brillaient, immenses. Elles étaient aussi grandes que les bras tendus d'Eragon. Le crofet surmontait le linteau de la porte. La pièce était longue et basse de plafond. Dans un coin étaient entassés des morceaux de bois, que les consommateurs pouvaient s'amuser à sculpter. Morne était derrière le comptoir, en bras de chemise. Le bas de son visage était aplati, comme s'il avait été écrasé par une roue de charrette. Autour, de solides tables en chêne massif. Ah non, attendez, mauvaise intonation. Autour de solides tables en chêne massif, les gens se pressaient pour écouter 2 commerçants qui, ayant écoulé leurs marchandises plutôt que leurs confrères, étaient venus boire une chope de bière. Morne leva les yeux de la tasse qu'il nettoyait. « Eragon !» s'exclama-t-il. « Quel plaisir de te voir ! Et ton oncle, où est-il passé ?»« Il fait ses courses, » répondit le garçon en haussant les épaules. « Ça lui prend toujours des heures. »« Rohan est par là, lui aussi ?» s'enquit Morne en s'emparant d'une autre tasse. « Oui, cette année, il n'y avait pas d'animaux malades pour le retenir à la maison. »« Ah, tant mieux, tant mieux. » Eragon désigna les 2 marchands. « Tu les connais, ceux-là ?»« Ce sont des granitiers. Ils ont acheté les semences à tous les producteurs de la vallée pour une bouchée de pain. Et à présent, ils débitent des histoires horribles en s'imaginant qu'on les croira. » Le garçon comprenait l'irritation de Morne. Si les cours du grain étaient bas, les villageois allaient manquer d'argent. Et sans argent, comment les habitants de Carvajal allaient-ils s'en sortir? Et boire de la bière au bar aussi. Quel genre d'histoire horrible voulut-il savoir? Morne ricana. Oh, ils prétendent que les Varded ont signé un pacte avec les Urgals. Leur but serait de lever une énorme armée qui s'apprêterait à lancer sur nous, soi-disant que nous ne devrions notre survie qu'à la protection de son Altesse Sérénissime, le roi en personne. Comme si Gabaltorix se soutiait tant soit peu que nous brûlions vifs ou pas. Va les écouter, moi j'ai trop de travail pour te répéter leur sornette. Le premier des marchands était d'une telle corpulence que son siège gémissait à chacun de ses mouvements. Il n'y avait pas un poil sur sa tête, ses mains potelées semblaient lisses comme celles d'un bébé. Ses lèvres charnues formaient une moue grolatique lorsqu'il siphonnait sa chope. Son compère avait un visage rougeau. Des bourrelets de peau luisante s'accumulaient autour de ses pommettes. On aurait dit du beurre rance en train de fondre. Ses bajoux rebondis et son cou charnu contrastaient de manière incongrue avec le reste de son corps, curieusement squelettique. Le gros marchand tentait en vain de reculer son fessier imposant dans son fauteuil. « Non, non, protestait-il, vous ne comprenez pas. Sans les efforts incessants du roi pour vous préserver, je vous assure que vous ne seriez pas là aujourd'hui à discuter en paix avec nous. Si dans son immense sagesse, Sa Majesté décidait de vous retirer sa protection, je ne donnerais pas cher de votre peau. » Et pourquoi tu ne prétendais pas que les dragonniers... Ah merde, pardon.
Et pourquoi tu ne prétendrais pas que les dragonniers sont de retour tant que t'y es, ironisa quelqu'un. Ou que ton copain et toi, vous avez tué une centaine d'elfes à vous seuls. Tu nous prends pour des enfants qui aiment tout ce que l'on raconte. Ne t'inquiète pas pour nous, va, on saura se défendre. Des rires saluèrent sa réplique. Le commerçant voulut répondre, mais son compagnon agita la main pour intervenir. La flamme des bougies fit scintiller ses bagues aux couleurs criardes. Vous vous méprenez, dit-il à son tour. Nous savons que le roi ne peut s'occuper de chacun de ses sujets en personne, et vous semblez le lui reprocher. Cependant, grâce à lui, les Urgals et d'autres créatures immobilables n'ont jamais déferlé dans l'Empire, même dans ce type d'endroit reculé. Vous êtes en colère contre l'Empire. Vous estimez que certains ne sont pas traités comme ils le mériteraient. Hé, quel gouvernement peut plaire à tout le monde? Quel gouvernement peut satisfaire ses sujets sans mécontenter quelques grincheux? Cependant, la plupart d'entre nous n'ayons pas à nous plaindre. Chaque pays a son petit groupe d'agitateurs qui rendent le gouvernement responsable du désordre. Ah, un petit groupe, répéta une femme. Les Varden, tu appelles ça un petit groupe? Le gros marchand soupira. Nous vous avons déjà expliqué que les Varden n'ont pas l'intention de vous aider. Ils se bornent à perpétuer un mensonge qui risque de déstabiliser le pays. Selon eux, la menace est à l'intérieur et non à l'extérieur de nos frontières. Tout ce qu'ils veulent, c'est renverser le roi et s'emparer de notre bel congrès. Ils ont des espions partout qui préparent leur invasion. Impossible de savoir qui travaille pour eux. Ils en ont peut-être même parmi vous. Eragon n'était pas d'accord. Mais le discours des marchands était efficace, leur argument bien rodé, et les gens hochaient la tête, l'air convaincus. Il s'avança d'un pas et lança. Comment savez-vous cela? Si je prétends que les nuages sont verts, le sont-ils pour autant? Prouvez-vous. Prouvez-vous. Prouvez-nous que vous ne mentez pas. Les deux étrangers se tournèrent vers lui, tandis que des villageois attendaient leur réponse en silence. On n'apprend plus le respect aux gamins de nos jours? Siffla le marchand aux bagues en évitant de fixer Eragon dans les yeux. On les laisse se montrer insolents avec les adultes quand leur vie leur en prend? Les consommateurs hésitèrent. Leur regard allait des commerçants à Eragon. Enfin, un homme parla. Répondez-lui. C'est une question de bon sens, voyons, marmonna le gros marchand. De simple bon sens. De la sueur perlait sur sa lèvre supérieure. Sa répartie agaça les villageois et la discussion s'arrêta là. Eragon retourna au comptoir, un goût amer dans la bouche. Jusqu'à ce jour, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui défendît l'Empire et dénigrât ses ennemis. À Carvael, depuis des temps ancestraux, il existait une haine naturelle, presque héréditaire à l'égard de l'Empire. Jamais l'Empire n'avait levé le petit doigt pour aider les habitants lorsque ceux-ci avaient souffert de la famine. Les collecteurs d'impôts avaient été sans pitié pendant ces années noires. Eragon pensait avoir eu raison de s'opposer aux marchands, au moins sur un point, la bonté supposée du roi. Quant aux Varden, il n'avait pas d'opinion tranchée sur eux. Ils formaient un groupe de rebelles qui passaient leur temps à harceler l'Empire. L'identité de leur chef, ou de celui qui les avait réunis dans les années ayant suivi l'ascension de Galbatorix au pouvoir un siècle plus tôt, était demeuré un mystère. Les Varden avaient suscité beaucoup de sympathie, en se jouant des efforts de Galbatorix pour les détruire. Pourtant, on savait peu de choses d'eux. Tout au plus racontait-on qu'ils acceptaient d'intégrer dans leur rang les fugitifs et les ennemis de l'Empire, à condition que ces aspirants rebelles réussissent à les trouver. Morne se pencha vers Eragon. Incroyable, n'est-ce pas? Ils sont pires que des charognards, tournant autour d'un animal agonisant. Il va y avoir des dégâts s'ils restent ici plus longtemps. Pour eux ou pour nous? Pour eux, dit Morne tandis que des voix furieuses s'élevaient dans la taverne. Eragon sortit de l'établissement avant que les hommes en vinssent aux mains. La porte claqua derrière lui, le coupant de la dispute et le replongeant dans la froideur du crépuscule. Le soleil descendait rapidement. Les ombres des maisons s'allongeaient. Bientôt, il ferait nuit. En remontant la rue, il aperçut Roran et Cacrina. Roran dit quelque chose qu'Aragon ne put entendre. Cacrina lui répondit à voix basse en regardant ses mains, puis se mit sur la pointe des pieds, l'embrassa et s'enfuit. Eragon rattrapa son presque frère. Alors, la vie est belle lança-t-il jovial. Roran émit un grognement qui ne signifiait ni oui ni non. Ils marchèrent côte à côte. Tu as entendu ce que racontent les marchands s'enquit Eragon. Oui, dit Roran discrètement. Qu'est-ce que tu penses de Sloane? Tu as encore un doute sur le sujet? Le sang va couler quand il apprendra ce qu'il y a entre Cacrina et moi. Un flocon de neige se posa sur le nez d'Eragon, qui leva la tête. Le ciel s'était obscurci. Il ne trouva rien à dire. Roran avait raison.
Sloan n'accepterait jamais le fils de Garou dans sa famille. Eragon tapa son cousin dans le dos pour lui manifester sa solidarité. Et c'est en silence qu'ils poursuivirent leur route jusque chez Horst. Horst, pas Host. Le dîner chez Horst fut chaleureux et animé, comme on pouvait s'y attendre. La salle à manger résonnait de conversations et de rires. Liqueurs et bières fortes coulaient à flots, ce qui ne faisait qu'accentuer le tumulte général. Lorsque les invités de Horst eurent vidé assiette et coupe, ils se rendirent au campement des marchands. Un cercle de flambeaux avait été graissé dans une grande clairière. Des feux brûlaient aux alentours, dessinant sur le sol une chorégraphie d'ombres mouvantes. Malgré le froid mordant, les villageois arrivaient peu à peu et s'installèrent en rond. Enfin, les ménestrels sortirent de leur tente en tournoyant dans leurs costumes constellés de pompons. Des troubadours, moins jeunes et moins turbulents, les suivaient de près. Ils s'étaient répartis les rôles. Aux troubadours, la musique et les contes, aux plus jeunes, les acrobaties et les histoires cocasses. Les premières scénettes n'étaient que divertissement. Les refrains paillards fusaient, les plaisanteries de corps de garde jaillissaient, les comédiens tombaient volontiers sur les fesses pour le plus grand bonheur des enfants de tout âge. Puis, les spectateurs se rapprochèrent les uns des autres afin de se tenir chaud. Et Brome, le vieux conteur, s'avança. L'homme avait serré son ample cape noire autour de ses épaules voûtées. Sa longue barbe blanche emmêlée tombait sur sa poitrine. Il étendit les bras et ses mains apparurent, recourbées telles des cerfs. Alors il commença son récit. Les sables du temps, nul ne peut les... Attends, il me faut une voix pour Brome. Une voix de vieux. Mais j'y arriverai pas. Les sables du temps, nul ne peut les arrêter. Les grains s'écoulent, les années passent, que nous le voulions ou non. Et pourtant, les souvenirs restent. Ce que nous avons perdu se perpétue dans nos mémoires. Ce que vous allez entendre est imparfait et incomplet. Néanmoins, écoutez cette histoire, chérissez-la, car sans vous, elle ne serait pas. Je vais exhumer pour vous ce trésor longtemps égaré, oublié, caché dans les brumes mystérieuses du passé. Les yeux vifs du récitant scrutèrent les visages captivés des spectateurs et s'arrêtèrent sur celui d'Eragon. Avant la naissance des pères de vos arrière-grands-pères, reprit Brome, la confrérie des Gragonniers existait déjà. Protéger et surveiller nos terres grâce aux dragons et au pouvoir que ceux-ci leur conféraient, telle était la mission de ces membres. Durant des milliers d'années, ils s'en acquittèrent avec honneur. Leur prouesse dans les batailles était sans équivalent, car chaque dragonnier avait la force de 10 soldats. Ils étaient immortels, ou presque. Seul l'acier pouvait les transpercer. Seul le poison pouvait les terrasser. Ils se servaient de leur puissance pour accomplir le bien, et seulement le bien. Ainsi, sous leur tutelle, des villes prospères s'érigèrent-elles. Tant que les dragonniers assurèrent la paix, la Lagaïsia fut florissante. C'était un âge d'or. Les elfes étaient nos alliés, et les nains nos amis. La richesse et la joie de vivre irradiaient des cités. Hélas, cela ne pouvait durer. Brome baissa les yeux et se tut. Puis il reprit, avec dans la voix une tristesse infinie. Nul ennemi ne pouvait détruire la confrérie. Mais personne ne pouvait protéger les dragonniers contre eux-mêmes. Or, lorsque la confrérie était au fait de sa puissance, il advint qu'un garçon, du nom de Galbatorix, naquit dans la province d'Izinbeth, aujourd'hui disparue. À 10 ans, on l'évalua, ainsi que voulait la coutume, et on décela en lui un potentiel exceptionnel. Les dragonniers l'acceptèrent comme l'un des leurs. Galbatorix subit leur entraînement et montra des dons remarquables. Doué d'un esprit hors du commun et d'un corps d'une force extraordinaire, il quitta rapidement les rangs des apprentis pour rejoindre ceux des confrères. Certains jugèrent que cette promotion brutale était risquée. Là, le pouvoir avait érodé la modestie des dragonniers. Ils étaient devenus trop arrogants pour prendre en compte les mises en garde. C'est ainsi qu'ils signèrent leur arrêt de mort. Brome reprit son souffle avant de continuer. Donc, peu après que son entraînement fut terminé, Galbatorix partit pour un périple fort aventurieux en compagnie de 2 amis, à dos de dragon. Loin dans les terres septentrionales, ils s'aventurèrent, volant jour et nuit. Ils se hasardèrent profondément dans les territoires des Urgals, car présomptueux, ils pensaient que leur pouvoir suffirait à les protéger. Là-bas, alors qu'ils se reposaient enfin sur une épaisse couche de glace qui ne fond jamais, même en été, ils furent pris dans une embuscade tendue par les Urgals. Les 2 compagnons de Galbatorix et leurs dragons furent massacrés. Cependant, malgré de graves blessures, Galbatorix réussit à mettre les monstres en déroute. Le malheur voulut qu'une flèche ennemie vînt se ficher dans le cœur de sa dragonne. Incapable de la guérir, Galbatorix la vit mourir dans ses bras. Ainsi furent plantées les graines de sa folie.
Le conteur joignit les mains et tourna lentement la tête pour observer l'assistance. Les ombres projetées par les flambeaux dansaient sur son visage fatigué. Les mots qu'il prononça ensuite furent gravés et profonds, tel un gland. Seul, privé d'une grande partie de sa force, rendu presque fou de douleur par la perte de sa monture, Galbatorix erra, comme une âme en peine dans un territoire désolé, appelant la mort. Mais la mort ne voulut pas de lui. Il eut beau se jeter sans crainte au-devant des monstres les plus redoutables, la mort ne voulait pas de lui. Les Urgas eux-mêmes s'enfuyaient à l'approche de cette manière de fantôme. C'est alors qu'il vint à l'esprit de Galbatorix que, peut-être, la confrérie lui offrirait un autre dragon. Poussé par cette idée, il entreprit un voyage épuisant, à pied, à travers la crête qu'il avait survolée en un clin d'œil sur le dos de sa dragone. Il lui fallut plusieurs mois pour la parcourir dans l'autre sens. Il pouvait chasser grâce à la magie, mais, maintes fois, il emprunta des chemins où même les animaux n'osaient pas se risquer. Tant et si bien que lorsqu'il eut enfin franchi les montagnes, il était plus mort que vif. Un fermier, le crouvant évanoui dans la boue, prévint les dragonniers. Ceux-ci emmenèrent leurs confrères inconscients dans leur retraite. Là, Galbatorix dormit 4 jours, et son corps guérit. Lorsqu'il se réveilla, il dissimula la fièvre qui faisait bouillir son esprit. Devant le conseil chargé de le juger, Galbatorix réclama un autre dragon. La véhémence de sa requête révéla sa démence. Le conseil découvrit son vrai visage et repoussa sa demande. Galbatorix était désespéré. Berné par son délire, il parvint à se persuader que sa dragone était morte par la faute des dragonniers. Nuit après nuit, il se convainquit de la véracité de son mensonge, et il mit au point une terrible vengeance. La voix de Brom n'était plus qu'un souffle hypnotisant. Il trouva un dragonnier compréhensif, et, piquant sa sympathie, il inocula au malheureux le poison de sa folie. Il multiplia les démonstrations faussées. Il recourut au secret de magie noire qu'un nombre lui avait enseigné au cours de ses errances. À force, il sut enflammer l'esprit du dragonnier contre les anciens. Ensemble, ils attirèrent créqueusement l'un d'eux dans un piège pour le tuer. Le crime accompli, Galbatorix se retourna contre son complice et l'abattit. Les dragonniers le surprirent à ce moment-là, les mains pleines de sang. Un cri de rage tordit les lèvres de Galbatorix qui s'enfuit dans la nuit. Sa folie le rendait si rusé qu'on ne le retrouva point. Pendant des années, Galbatorix se cacha dans les terres désertiques, tel un animal craqué. Nul n'oubliait ses atrocités. Mais le temps passant, on finit par abandonner les poursuites. Cependant, la mauvaise fortune frappa de nouveau. Galbatorix rencontra Morzan, un jeune dragonnier de constitution solide, mais d'esprit fragile. Galbatorix le persuada de laisser une porte ouverte dans la citadelle d'Illyréa, qu'on appelle Ulubaen de nos jours. Galbatorix s'y faufila et vola un œuf de dragon. Son disciple et lui se cachèrent dans un endroit où les dragonniers ne s'aventureraient jamais. Là, Morzan commença son initiation aux forces maléfiques. Galbatorix lui enseigna des secrets internis qui n'auraient jamais dû être dévoilés. Là naquit et grandit le dragon noir de Galbatorix, nommé Shurikan. Lorsque Shurikan eut atteint sa taille adulte et que Morzan eut terminé son apprentissage, Galbatorix se révéla au monde, Morzan à ses côtés. Ensemble, ils combattirent tous les dragonniers qu'ils croisèrent. À chaque fois qu'ils en tuaient un, leur force grandissait. 12 confrères se rallièrent à Galbatorix, unis par le goût du pouvoir et le ressentiment. Avec Morzan, ils devinrent les Crès parjure. Les dragonniers survivants, déconcertés par cette alliance, succombèrent à l'assaut des Crègres. Les elfes, à leur tour, livrèrent un combat acharné à Galbatorix. Mais, dépassés, ils furent contraints de se replier sur leur terre secrète, d'où ils ne ressortirent plus jamais. Seul Vrael, le chef des dragonniers, sut résister à Galbatorix et aux parjures. Homme d'expérience, âgé et sage, il lutta pour sauver ce qui pouvait encore l'être, et empêcha ses ennemis de mettre la main sur le dernier dragon. Au cours de l'ultime bataille, devant les portes de Dolu Aleaba, Vrael vainquit Galbatorix, mais il répugna à l'achever, mal lui en prit. Galbatorix profita de son hésitation pour lui porter un coup violent sur le côté. Grièvement blessé, Vrael se réfugia dans la montagne d'Udgar, où il espérait reprendre des forces. Il n'en eut pas le loisir. Galbatorix le retrouva, le défia et le blessa à l'entrejambe. Grâce à cette fourberie, il put dominer Vrael et le décapita d'un coup d'épée. Alors, un flot nouveau de puissance coula dans les veines de Galbatorix, qui se proclama maître et seigneur de toute la Lagaesia. Son règne avait commencé. Il dura encore.
Son histoire achevée, Brom s'éloigna avec les troubadours. Eragon crut apercevoir une larme briller sur sa joue. Les spectateurs se séparaient en discutant à mi-voix. Garrot s'agressa à Eragon et Roran. « Vous avez une sacrée chance. Je n'ai entendu ce conte que 2 fois dans ma vie. Si l'Empire savait que Brom l'a récité, le vieil homme ne verrait pas le mois prochain. » Et on s'arrête donc là pour ce soir.